Please be seated. For the law of the sea is now in session. L'audience du Tribunal international des droits de la mer est ouverte. Le tribunal rendra aujourd'hui son avis consultatif sur la demande d'avis consultatif soumise au tribunal par la Commission sous-régionale des pêches. La demande d'avis consultatif a été inscrite au rôle des affaires sous le numéro 21. Merci. Permettez-moi tout d'abord de noter que Monsieur le juge Nelson est souffrant et ne peut donc siéger aujourd'hui. Par ailleurs, Monsieur le juge Marotarangel, qui a siégé durant les audiences, est tombé malade et n'a pu participer à la fin des délibérations et au vote sur l'avis consultatif. Je vais maintenant prier Monsieur le greffier de lire les questions sur lesquelles le tribunal a été prié de rendre son avis consultatif. Les questions soumises au tribunal pour avis consultatif ont été formulées dans le cadre d'une résolution adoptée par la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches lors de sa 14e session tenue le 27 et 28 mars 2013. Je cite 1. Quelles sont les obligations de l'État du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée, pêche INN, exercée à l'intérieur de la zone économique exclusive des États tiers? 2. Dans quelle mesure l'État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche INN pratiquée par les navires battant son pavillon? 3. Lorsqu'une licence de pêche est accordée à un navire dans le cadre d'un accord international avec l'État du pavillon ou avec une structure internationale, cet État ou cette organisation peut-il être tenu responsable des violations de la législation en matière de pêche de l'État côtier par ce navire? 4. Quels sont les droits et obligations de l'État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d'intérêt commun, en particulier ceux des thonidés et des petits pélagiques? Fin de citation. Monsieur le Président. Je lirai maintenant des extraits de l'avis consultatif du tribunal concernant la demande d'avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches. Et avant cela, j'ai le plaisir de noter la présence à cette séance publique de son Excellence, M. Louzeni Camara, président en exercice de la conférence des ministres de la SRFC, et Madame Diébana Beye Traoré, représentante de la CFRC pour les procédures. Je salue également la présence des représentants des États parties et organisations suivantes: la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Somalie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Je vais maintenant lire des extraits de l'avis consultatif. Compétences. Le tribunal commencera par examiner s'il est compétent pour rendre l'avis consultatif demandé par la CSRP. Le tribunal souhaite appeler l'attention sur les articles 16 et 21 du statut du tribunal et sur l'article 138 du règlement du tribunal en ce qui concerne sa compétence consultative. L'article 16 du statut se lit comme suit. Le tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure. Article 21 du statut, le tribunal est compétent pour tous les différends
et toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au tribunal. Article 138 du règlement dispose, paragraphe 1er, le tribunal peut donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international se rapportant au but de la Convention prévoit expressément qu'une demande d'un tel avis est soumise au tribunal. Paragraphe 2. La demande d'avis consultatif est transmise au tribunal par tout organe qui aura été autorisé à cet effet par cet accord ou en vertu de celui-ci. Paragraphe 3. Le tribunal applique mutatis mutandis les articles 130 à 137. Bien que certains participants à la procédure orale se soient prononcés en faveur de la compétence du tribunal pour donner suite à la demande d'avis consultatif, d'autres ont soutenu que le tribunal n'était pas compétent. Le tribunal procédera à l'examen de ces différents arguments. Les principaux arguments avancés contre la compétence consultative du tribunal sont que la Convention internationale du droit de la mer ne fait aucune référence explicite ou implicite à des avis consultatifs du tribunal plénier. Il a été soutenu que l'article 21 du statut vise à présenter de manière concise la compétence contentieuse du tribunal, exposée de façon plus exhaustive dans la Convention, en particulier dans son article 288. D'autres participants se sont prononcés en faveur de la compétence consultative du tribunal. Ils ont avancé que l'article 21 du statut constitue en soi une base juridique suffisante pour fonder la compétence du tribunal plénier pour donner suite à une demande d'avis consultatif si celle-ci est expressément prévue dans un accord international pertinent et qu'il n'y a aucune raison de supposer que la formule « toutes les fois que » all matters en anglais ne couvre pas la demande d'avis consultatif. Le tribunal tient d'emblée à clarifier la relation entre le statut figurant à l'annexe 6 de la Convention et de la Convention elle-même, comme précisé par l'article 318 de la Convention. Les annexes font partie intégrante de la Convention. Selon l'article 1er, paragraphe 1 du statut, et je cite, « Le tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention et du présent statut. Il découle de ce qui précède que le statut occupe le même rang que la Convention. En conséquence, l'article 21 du statut ne saurait être subordonné à l'article 288 de la Convention. L'article 21 du statut reproduit au paragraphe 38 la compétence du tribunal. Il dispose que cette compétence comprend 3 éléments. Tous les différends qui sont soumis au tribunal conformément à la Convention. 2. Toutes les demandes qui sont soumises au tribunal conformément à la Convention. Et 3. Toutes les fois que cela, all matters dans la version anglaise, est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au tribunal. C'est le 3e élément qui a suscité des interprétations divergentes. L'expression « toutes les fois que cela » en français et en anglais « all matters » ne devrait pas être interprétée comme renvoyant qu'à des différends, car
Si tel était le cas, seul le terme « différent » aurait été utilisé dans l'article 21 du statut. En conséquence, l'expression en question a nécessairement un sens plus large que le terme « différent » et doit également inclure des avis consultatifs si cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au tribunal. Au terme de l'article 21 du statut, c'est plutôt l'expression « autre accord » qui confère une telle compétence au tribunal. Lorsqu'un autre accord attribue une compétence consultative au tribunal, celui-ci peut exercer cette compétence toutes les fois que cela est expressément prévu dans cet autre accord. L'article 21 et l'autre accord conférant compétence au tribunal sont liés l'un à l'autre et constituent le fondement juridique de la compétence consultative du tribunal. L'article 138 du règlement n'établit pas la compétence consultative du tribunal. Il énonce seulement les conditions devant être remplies pour que le tribunal puisse exercer sa compétence consultative. Ces conditions sont les suivantes. Un accord international se rapportant au but de la Convention, prévoyant expressément la soumission d'une demande d'avis consultatif au tribunal. La demande est soumise au tribunal par tout organe qui aura été autorisé à cet effet par cet accord ou en vertu de celui-ci. L'avis peut être donné sur une question juridique. Dans la présente affaire, les conditions de la procédure énoncée à l'article 138 du règlement sont remplies. Le tribunal note dans la présente affaire la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale des pêches, ci-après dénommée la Convention CMA, est un accord international conclu par 7 États. L'article 33 de cet accord prévoit que, et je cite, « la conférence des ministres de la CSRP peut habiliter le secrétaire permanent de la CSRP à porter une question juridique déterminée devant le Tribunal international du droit de la mer pour avis consultatif ». Fin de citation. En outre, le tribunal note que lors de sa 14e session extraordinaire, la conférence des ministres de la CSRP ont adopté une résolution par laquelle elle a décidé, conformément à l'article 33 de la Convention CMA, d'habiliter le secrétaire permanent de la Commission à porter une question juridique déterminée devant le tribunal pour avis consultatif. Le texte de cette comme énoncé dans son préambule, la Convention CMA a pour objet d'appliquer la Convention des Nations unies du droit de la mer, notamment en ses dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et sous-régionaux de coopération dans le secteur des pêches ainsi que les autres traités internationaux pertinents et d'assurer une harmonisation efficace des politiques et législations de ces États membres en vue d'une meilleure exploitation des ressources halieutiques des espaces maritimes placés sous leur juridiction respective au bénéfice de leurs générations futures et à venir. L'autre question est de savoir si les questions posées par le tribunal sont juridiques par nature. Ces questions ont été
libellé en termes juridiques. Pour répondre à ces questions, le tribunal devra interpréter les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies et de la Convention CMA, ainsi que des autres règles applicables de droit international. Pour ces raisons, le tribunal considère que les questions soulevées par la CSRP sont des questions juridiques. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le tribunal conclut qu'il est compétent pour connaître de la demande en mesure conservatoire soumise par la CSRP. Et comme énoncé plus loin dans le présent avis consultatif, sa compétence en l'espèce se limite à la zone économique exclusive des États membres de la CSRP. Le pouvoir discrétionnaire. L'article 138 du règlement dispose que, je cite, « Le tribunal peut donner un avis consultatif », fin de citation, devrait être interprété comme reconnaissant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions de compétence sont remplies. Il est bien établi qu'une demande d'avis consultatif ne devrait pas, en principe, être rejetée, sauf pour des raisons décisives. Le tribunal est conscient du fait que, en répondant aux questions posées, il assistera à la CSRP dans l'exercice de ses activités et contribuera à la mise en œuvre du régime établi par la Convention. Le tribunal estime donc qu'il n'y a pas de raison impérieuse à utiliser son pouvoir discrétionnaire pour ne pas rendre cet avis consultatif. En conséquence, le tribunal estime approprié de rendre l'avis demandé par la CSRP. Le droit applicable. Le tribunal conclut que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention CMA ainsi que d'autres règles pertinentes du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention constituent le droit applicable en l'espèce. Je vais maintenant donner la lecture du dispositif de l'avis consultatif. Par ce motif, le tribunal, paragraphe 1, à l'unanimité, décide qu'il a compétence pour rendre l'avis consultatif demandé par la CSRP et sa compétence se limite à la zone économique exclusive des États membres de la CSRP. Paragraphe 2, par 19 voix contre 1, décide de donner suite à la demande d'avis consultatif présentée par la CSRP. Paragraphe 3, à l'unanimité, répond comme suit à la première question. L'État du pavillon a l'obligation de prendre les mesures nécessaires, y compris les mesures d'exécution, pour veiller à ce que les navires battant son pavillon se conforment aux lois et règlements adoptés par les États membres de la CSRP relatifs aux ressources biologiques marines dans leur zone économique exclusive aux fins de conservation et de gestion de ces ressources. L'État du pavillon a l'obligation, compte tenu des dispositions de l'article 58, paragraphe 3, de l'article 62, paragraphe 4 et de l'article 192 de la Convention, de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les navires battant son pavillon ne se livrent pas dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP à des activités de pêche INN
tel que défini par la Convention CMA. Pour s'acquitter de son obligation d'exercer effectivement sa juridiction et son contrôle dans le domaine administratif, l'État du pavillon est tenu, en vertu de l'article 94 de la Convention, d'adopter les mesures administratives nécessaires pour veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon ne se livrent pas à des activités dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP qui entravent l'exercice de sa responsabilité au titre de l'article 192 de la Convention aux fins de protection et de préservation du milieu marin et de conservation des ressources biologiques marines qui en sont partie intégrale. Les obligations susmentionnées sont des obligations de diligence due. L'État du pavillon et les États membres de la CSRP ont l'obligation de coopérer dans les affaires relatives à des activités de pêche INN menées par des navires de l'État du pavillon dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP concernés. L'État du pavillon, dans le cas où il reçoit des informations d'un État membre de la CSRP, alléguant qu'un ou plusieurs navires battant son pavillon ont été impliqués dans des activités de pêche INN dans la zone économique exclusive de cet État, a l'obligation de procéder à une enquête et de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation et d'en informer l'État membre de la CSRP. Paragraphe 4. Par 18 voix contre 2. Répond comme suit à la deuxième question. La responsabilité de l'État du pavillon ne découle pas du fait que les navires battant son pavillon n'ont pas respecté les lois et règlements des États membres de la CSRP concernant les activités de pêche INN dans leur zone économique exclusive. En effet, la violation de ces lois et règlements par des navires ne lui est pas per se imputable. La responsabilité de l'État du pavillon résulte d'un manquement à son obligation de diligence due concernant les activités de pêche INN menées par les navires battant son pavillon dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP. Les États membres de la CSRP peuvent tenir pour responsable l'État du pavillon d'un navire se livrant à des activités de pêche INN dans leur zone économique exclusive en cas de manquement attributable à cet État aux obligations internationales qui lui incombent telles que visées dans la réponse à la première question. L'État du pavillon n'est pas tenu pour responsable s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour s'acquitter de son obligation de diligence due en vue de veiller à ce que les navires battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP. Paragraphe 5. À l'unanimité, répond comme suit à la troisième question. Cette question concerne seulement les organisations internationales visées aux articles 305, paragraphe 1F et 306 de la Convention et à l'annexe 9 de la Convention, auxquels leurs États membres qui sont partis à la Convention ont transféré compétences dans les matières régies par celle-ci, en l'espèce la pêche. À ce jour, la seule organisation dans ce cas est l'Union européenne, à laquelle les États membres qui sont partis à la Convention ont transféré la compétence en ce qui concerne la conservation et la gestion
des ressources de la pêche maritime. Dans le cas où une organisation internationale, dans l'exercice de sa compétence exclusive en matière de pêche, conclut un accord d'accès aux pêcheries avec un État membre de la CSRP, prévoyant l'accès de navires pavillons de ces États membres pour pêcher dans la zone économique exclusive de cet État, les obligations de l'État du pavillon, deviennent les obligations de l'organisation internationale. L'organisation internationale, en tant que seule partie contractante à l'accord d'accès aux pêcheries, conclu avec l'État membre de la CSRP, doit veiller à ce que les navires battant pavillon de ces États membres respectent les lois et règlements de l'État membre de la CSRP en matière de pêche et ne se livrent pas à des activités de pêche INN à l'intérieur de la zone économique exclusive de cet État. Il s'ensuit que seule la responsabilité de l'organisation internationale et non celle de ses États membres peut être engagée à raison de la violation de cette obligation découlant de l'accord d'accès aux pêcheries. En conséquence, si l'organisation internationale manque à son obligation de diligence due, les États membres de la CSRP peuvent tenir celle-ci pour responsable de la violation de leurs lois et règlements en matière de pêche commise par un navire battant pavillon d'un État membre de la dite organisation alors qu'il pêchait dans la zone économique exclusive des États membres de la CSRP au titre d'un accord d'accès aux pêcheries conclu entre la dite organisation et ses États membres. Les États membres de la CSRP peuvent, en application de l'article 6, paragraphe 2 de l'annexe 9 de la Convention, demander à une organisation internationale ou à ses États membres partis à la Convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les États membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, l'organisation internationale et les États membres concernés sont tenus pour conjointement et solidairement responsables. Paragraphe 6. Par 19 voix contre une, répond comme suit à la 4e question. Pour ce qui est des stocks visés à l'article 63, paragraphe 1 de la Convention, ces États ont le droit de chercher à s'entendre directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales compétentes avec d'autres États membres de la CSRP dans la zone économique exclusive desquels ces stocks se trouvent, des accords sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks. En vertu de la Convention, les États membres de la CSRP ont l'obligation d'assurer la gestion durable des stocks partagés lorsque ces stocks se trouvent dans leur zone économique exclusive respective. Ces obligations comprennent 1. L'obligation de coopérer selon que de besoin avec les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, en vue de prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien de stocks partagés de la zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation, voir article 61, paragraphe 2 de la Convention.
2. Pour ce qui concerne un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées qui se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États membres de la CSRP, l'obligation pour ceux de s'efforcer de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks. Voir article 63, paragraphe 1 de la Convention. 3. Pour ce qui concerne les tonidés, l'obligation de coopérer directement ou par l'intermédiaire de la CSRP afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir leur exploitation optimale dans leur zone économique exclusive. Voir article 64, paragraphe 1 de la Convention. Les mesures prises au titre de cette obligation devraient être cohérentes et compatibles avec celles prises dans l'ensemble de la région par l'organisation régionale pertinente, à savoir la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, aussi bien dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP qu'au-delà de celle-ci. Afin d'exécuter ces obligations, les États membres de la CSRP, en application de la Convention, spécifiquement ces articles 61 et 62, doivent 1. S'assurer, par des mesures de conservation et de gestion, que le maintien des stocks partagés ne soit pas compromis par une surexploitation. 2. Veiller à ce que les mesures de conservation et de gestion se fondent sur les données scientifiques les plus fiables dont disposent les États membres de la CSRP, et si ces données sont insuffisantes, appliquer l'approche de précaution conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention CMA. 3. Veiller à ce que les mesures de conservation et de gestion visent à maintenir ou à rétablir des stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des communautés côtières de pêcheurs et les besoins particuliers des États membres de la CSRP, compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toute norme minimale internationale généralement recommandée au plan sous-régional, régional ou mondial. Ces mesures devraient 1. Prendre en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendantes de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise. 2. Comprendre l'échange régulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, des informations scientifiques disponibles, des statistiques relatives aux captures et à l'effet de pêche et des autres données concernant la conservation des stocks partagés. L'obligation de s'efforcer de s'entendre et l'obligation de coopérer, respectivement prévues par l'article 63, paragraphe 1 et par l'article 64, paragraphe 1 de la Convention, sont des obligations de diligence due, en vertu desquelles les États concernés sont tenus de se consulter de bonne foi en application de l'article 300 de la Convention. Les consultations devraient être constructives en ce sens qu'un effort substantiel devrait être fait par tous les États concernés
en vue d'adopter les mesures efficaces nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement des stocks partagés. La conservation et le développement des stocks partagés dans la zone économique exclusive d'un État membre de la CSRP oblige cet État à adopter des mesures efficaces visant à empêcher qu'il ne surexploite ces stocks et risque ainsi de compromettre leur exploitation durable et de porter atteinte aux intérêts des États membres voisins. Compte tenu de ce qui précède, les États membres de la CSRP qui, dans leur zone économique exclusive, pêchent des stocks partagés, qui se trouvent également dans les zones économiques exclusives d'autres États membres, doivent se consulter lorsqu'ils mettent en place des mesures de gestion de ces stocks de manière à coordonner et à assurer leur conservation et leur développement. Des mesures de gestion doivent également être prises concernant la pêche de ces stocks par des navires battant pavillon d'États non membres. La coopération entre les États concernés sur des questions relevant de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques partagées, de même que la promotion de l'utilisation optimale de ces ressources, constitue un principe bien établi dans la Convention, puisqu'il est énoncé dans plusieurs de ses articles, à savoir les articles 61, 63 et 64. Pour être efficaces, les mesures de conservation de gestion des pêches devraient concerner l'ensemble du stock de l'espace dans toute sa zone de distribution et sur tous les itinéraires de migration. Les stocks de poissons, en particulier les stocks de petits pélagiques et de thonidés, partagés par les États membres de la CSRP dans leur zone économique exclusive, sont également partagés par plusieurs autres États riverains de l'Atlantique. Cependant, compte tenu du cadre strict de sa compétence en l'espèce, le tribunal a limité son examen et ses conclusions aux stocks partagés dans la zone économique exclusive des États membres de la CSRP. Lorsqu'ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention dans leurs zones économiques exclusives respectives, les États membres de la CSRP et les autres États partis à la Convention doivent tenir dûment compte de leurs droits et obligations respectifs. Cette règle découle des articles 56, paragraphe 2 et 58, paragraphe 3 de la Convention et de l'obligation qu'ont les États partis de protéger et de préserver le milieu marin, principe fondamental souligné aux articles 192 et 193 de la Convention, énoncé au 4e alinéa de son préambule. Les ressources biologiques et la faune et la flore marine font partie du milieu marin et ainsi que le tribunal a constaté dans les affaires du thon à nageoire bleue, la conservation des ressources biologiques de la mer constitue un élément essentiel de la protection et de la préservation du milieu marin. Même si, en l'espèce, la compétence du tribunal est limitée au champ d'application de la Convention CMA, lorsque les stocks de poissons se trouvent à la fois dans les zones économiques exclusives respectives des États membres de la CSRP et dans un secteur adjacent à celle-ci, ces États ainsi que les États qui pêchent de tels stocks dans le secteur adjacent
sont tenus en vertu de l'article 63, paragraphe 2 de la Convention, de s'efforcer de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le dit secteur. En ce qui concerne les thonidés, les États membres de la CSRP ont le droit, en vertu de l'article 64, paragraphe 1 de la Convention, de requérir la coopération d'États non membres dont les ressortissants pêchent les thonidés dans la région, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces. Fait en anglais et en français, les deux textes faisant également foi dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, le 2 avril 2015, en 3 exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives du tribunal et les autres seront transmis respectivement au secrétaire permanent de la Commission sous-régionale de pêche et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le président Shunji Yanai, le greffier Philippe Gauthier. Monsieur Wolfram juge se prévalant du droit que lui confère l'article 125, paragraphe 2 du règlement du tribunal, joint à l'avis consultatif du tribunal une déclaration. Monsieur Cotte juge se prévalant du droit que lui confère l'article 125, paragraphe 2 du règlement du tribunal, joint à l'avis consultatif du tribunal une déclaration. Monsieur Njai juge se prévalant du droit que lui confère l'article 30, paragraphe 3 du statut du tribunal, joint à l'avis consultatif du tribunal l'exposé de son opinion individuelle. Monsieur Laki juge se prévalant du droit que lui confère l'article 30, paragraphe 3 du statut du tribunal, joint à l'avis consultatif du tribunal l'exposé de son opinion individuelle. Monsieur Peck juge se prévalant du droit que lui confère l'article 30, paragraphe 3 du statut du tribunal, joint à l'avis consultatif du tribunal l'exposé de son opinion individuelle. La séance est levée. All rise. Veuillez vous lever.